Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va travailler sur le dernier chapitre du programme d'audit, les techniques de contrôle. Et ce chapitre, on va le diviser donc en trois grandes vidéos. La première, ce sera la force probante et les assertions d'audit. La deuxième, c'est les différents tests d'audit sans voir forcément la circularisation, puisque on va laisser ça pour une troisième vidéo qui est un assez gros morceau justement du programme, et on travaillera bien sûr sur cette circularisation. Et on va commencer avec la première question, notamment qu'est-ce qu'un élément probant en audit? Et est-ce que tous les éléments collectés par l'équipe d'audit ont la même force probante aussi? Et pourriez-vous nous donner bien sûr des exemples pour illustrer ces notions-là? Et on attaque sur les techniques de contrôle directement avec la notion de force probante. En fait, un élément probant, ça désigne les informations obtenues par l'auditeur, expert comptable s'il réalise un audit contractuel ou commissaire aux comptes s'il réalise un audit légal, pour aboutir à des conclusions sur lesquelles son opinion est fondée. Afin de certifier les comptes, l'auditeur récupère des éléments probants. Ces éléments probants vont lui permettre d'étayer son opinion. Tout élément récupéré n'aura pas forcément la même valeur probante ou la même force probante. Il y a tout un tas de règles de bon sens qui existent en audit et qui indiquent qu'un élément aura une meilleure valeur probante qu'une autre. Il y a des règles, ou ce qu'on appelle des présomptions de valeur probante, qui sont les suivantes. Un élément d'origine externe est plus probant qu'un élément d'origine interne. En effet, une facture de vente, c'est un document qui sort de l'intérieur de l'entreprise, n'est pas forcément très probant dans la mesure où l'entreprise peut facilement les générer, facilement les falsifier. Alors qu'une facture externe d'un fournisseur X ou Y, ça va demander déjà un peu plus d'effort de la falsifier ou de falsifier différentes factures. Deuxième règle de bon sens, un élément d'origine interne est d'autant plus fiable que son contrôle interne est efficace. Pour dire qu'un contrôle interne est efficace, il aura été préalablement testé. Autre présomption de force probante élevée, on vous dit qu'un élément obtenu directement par le commissaire aux comptes est plus fiable qu'un élément transmis par l'entreprise. Si un tiers, un avocat ou une banque nous communique directement au commissaire aux comptes un document, ça aura une meilleure valeur probante que si ça passe par la case entreprise auditée qui pourrait en altérer les éléments. Et enfin, on vous dit qu'un élément est plus fiable s'il est étayé par un document original. Si on récupère l'original du contrat d'emprunt avec la banque ou avec une signature électronique, c'est d'autant plus fiable que de nous envoyer une photo par SMS ou sur WhatsApp. Dans son objectif de collecte d'éléments probants, on a dit que chaque élément collecté n'avait pas forcément la même valeur ou la même force probante. Quelques exemples ici pour illustrer les forces probantes. On vous a dit qu'un document d'origine externe envoyé directement par un tiers à l'auditeur, et bien ici c'est un élément qui a une force probante la plus élevée, plus. Par exemple, on vous dit l'avocat répond directement à l'auditeur par courrier sur son appréciation des risques sur les provisions de la société. Ici, c'est un document qui a une force probante parce que premièrement, c'est un écrit, une réponse de circularisation. Deuxièmement, c'est écrit par un tiers externe, ce n'est pas l'entité auditée qui l'a produit. Et le courrier, la réponse est envoyée directement au commissaire aux comptes. C'est ce qui explique son caractère de triple valeur probante. Si on va dans les extrêmes, la dernière ligne tout en bas, on vous dit une information verbale d'origine interne. C'est le chef comptable qui indique qu'il n'y a aucun risque sur un litige avec tel salarié et privilégie l'absence de provision dans les comptes. Ici, c'est un élément d'origine interne et c'est oral, donc c'est une force probante beaucoup moindre. On a mis moins pour montrer un peu l'échelle de force probante entre un avocat dont c'est le métier d'apprécier la relativité du risque sur un contentieux et le chef comptable qui vous donne une information à l'oral, souvent à côté de la machine à café, et donc on n'est pas forcément la même force probante entre les deux. Autour de ces deux extrêmes gravitent tout un tas d'éléments qui nous permettent de justifier notre opinion et d'obtenir une force probante relativement bonne mais pas absolue. Par exemple, des documents originaux d'origine externe obtenus dans l'entreprise. À titre d'exemple, un contrat d'emprunt signé avec la banque, soit l'original du contrat en papier, soit l'authentification avec signature électronique. Ici, on est sur un document externe, enfin un original écrit. Le troisième point, le document original d'origine interne, un contrat signé avec un client. Le contrat a été produit en interne par l'entité auditée, mais on retrouve quand même la signature du client derrière, donc on a quand même la notion de tiers externe qui est intervenue. Ou alors une information verbale d'origine externe, par exemple un avocat lors d'une réunion téléphonique ou d'une réunion Teams nous donne une information, mais l'avocat est d'origine externe. Donc ici on aura aussi un plus. Les éléments qui n'ont pas une bonne force probante, c'est des copies de documents d'origine externe, copie ou scan d'un extrait d'échéancier ou d'une facture partielle obtenue sur un logiciel de comptabilité, ou alors copie de documents d'origine interne, par exemple la copie d'une facture client. Tout ça, ce n'est pas forcément des éléments qui ont une bonne force probante.
Il convient, quand on a un élément qui a une moins bonne force probante, d'utiliser la méthode de faisceau d'indices, c'est-à-dire d'obtenir plusieurs documents qui ont une force probante relative et d'étayer notre opinion par la multiplication des sources. Si vous avez une facture qui corrobore avec une histoire racontée par l'entité auditée et qui corrobore aussi avec des notions d'origine externe, eh bien, le commissaire aux comptes pourra formuler son opinion, étayer son opinion par la multiplication des sources des éléments collectés. Ainsi, en audit, on ne fait jamais un test par hasard. Les tests sont prévus dans le programme de travail et sont issus de notre analyse des risques qu'on aura effectués sur l'entité. Est-ce que les tests doivent répondre aux objectifs d'audit qui ont été fixés ? En effet, monsieur Mouadib, aucun test n'a lieu par hasard. On a vu dans le chapitre 3 qu'il y avait une phase de planification qui avait pour but d'évaluer les risques et d'identifier les travaux qui étaient à réaliser dans le programme de travail. Et donc un test va permettre de valider des objectifs d'audit qu'on s'est préalablement fixés. Tout à fait. La notion d'objectif d'audit, elle a un nom propre dans les NEP françaises, on appelle ça des assertions. Et en fait, l'assertion, c'est très simple, c'est la traduction littérale de notre objectif suprême en tant que commissaire aux comptes dans la réalisation de nos travaux. Pour rappel, les commissaires aux comptes, ou alors experts comptables s'ils réalisent un audit contractuel, certifient des comptes. Les comptes, c'est le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Leur objectif, c'est de certifier que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle. Eh bien, les assertions d'audit, ou alors les objectifs d'audit, c'est des critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle. En fait, quand on réalise un test en audit, c'est un test qui va nous servir à étayer notre opinion. Opinion qui va être de certifier que les comptes sont réguliers, sincères et présentent une image fidèle. On verra qu'il y a une dizaine d'assertions et que ces assertions sont variées, dépendent de l'état financier qu'on va certifier, bilan, compte de résultat et ou annexe. Il convient de les maîtriser dans le cadre du DSCG. On retrouve dans ce tableau de synthèse l'ensemble des assertions qui sont à connaître et à maîtriser dans le cadre du DSCG. Vous avez dans la première colonne le nom des assertions: exhaustivité, réalité, mesure, classification, séparation des exercices, droits et obligations, existence, évaluation, imputation et présentation et intangibilité. Il convient de maîtriser le nom de chacune de ces assertions. On vous indique dans les colonnes qui suivent R, B et A pour vous indiquer dans quel état financier est concernée cette assertion. On voit que R a pour objectif de signifier que c'est une assertion de compte de résultat, donc qui s'applique aux charges et aux produits. Le B, c'est une assertion qui concerne le bilan, donc c'est-à-dire les comptes de classe 1 à 5, les capitaux propres, les immobilisations, l'actif circulant, les dettes. Et le A, c'est les assertions qui concernent l'annexe. Alors on retrouve souvent des éléments de bilan ou de compte de résultat qui concernent l'annexe, puisque par exemple pour une immobilisation, on doit mentionner des paragraphes spécifiques aux immobilisations dans l'annexe. Vous avez dans la dernière colonne la définition prévue dans la NEP 500 de chacune de ces assertions. Il ne convient pas de maîtriser mot pour mot les définitions de chacune de ces assertions, il faut les comprendre et les appliquer au cas d'espèce. Donc ici, ce qui est à maîtriser, c'est les colonnes assertions R, B et A. On va les redescendre ensemble, on va se rendre compte qu'il y a des assertions pour le bilan qui sont à peu près équivalentes au niveau du compte de résultat. La première assertion que je vous propose d'analyser, c'est l'assertion réalité. Ici, la réalité, elle concerne le compte de résultat et l'information associée à mettre dans l'annexe. Et on vous dit, les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produites et se rapportent à l'entité. Un test de réalité, ça va s'assurer qu'une vente qu'on a réalisée, par exemple, elle concerne bien une vente réellement effectuée auprès d'un client. Il y a un sens économique là-dessus. Un achat, ce n'est pas une fausse facture qui a été créée en but de réduire votre résultat pour présenter un résultat fiscal moindre. C'est un achat qui a réellement eu lieu dans l'entreprise. L'équivalent de la réalité au bilan, c'est l'existence. Les actifs et les passifs existent. Et ici, eh bien, on est plus sur la création de fausses créances, ou la présence d'immobilisation qui n'existe pas. Faire des tests d'existence, c'est s'assurer que les éléments existent. Par exemple, si vous réalisez un inventaire, vous allez justifier l'existence en comptant physiquement ces actifs corporels. Donc la réalité et l'existence sont en parallèle. Autre paire d'assertions, c'est la mesure. C'est comptabilisé dans le compte de résultat pour le bon montant. La facture de vente, elle suit la politique tarifaire de l'entreprise. La facture d'achat a correctement été comptabilisée avec le bon montant. Le bon montant, net commercial, les ristournes, elles ont bien été traitées, les escomptes ont bien été traités. Voilà, ici, on est vraiment sur le montant en fonction des quantités et
et du prix acheté. Le pendant de la mesure au niveau du bilan, c'est l'évaluation. Ici, on fait par exemple référence au fait qu'une immobilisation apparaît à son coût d'acquisition et le coût d'acquisition a été correctement évalué. Pareil pour l'amortissement, le total des amortissements dans le compte 28 ici. Si on va challenger les amortissements ou même les dépréciations, on va contrôler que c'est correctement calculé. Ici, on fera un test d'évaluation. Donc la mesure va avec l'évaluation. Autre paire d'assertions, c'est la classification au compte de résultats. C'est enregistré en charge et produit dans les bons comptes. Et le pendant au niveau du bilan, c'est l'évaluation. Les actifs et passifs sont comptabilisés dans le bon compte. Pour exemple de classification, un problème de classification, c'est quand un client veut mettre des éléments, par exemple en charge exceptionnelle, alors que ça n'a rien à faire en charge exceptionnelle, ça répond à la définition d'une charge d'exploitation. Et bien ici, on va identifier qu'il y a un problème de classification. Pareil au niveau du bilan, vous avez des clients créditeurs qui ont été nettés au milieu des clients débiteurs. Il faut bien imputer les clients débiteurs à l'actif, les clients créditeurs au passif. Autre problème d'imputation que vous pourriez rencontrer, c'est des provisions pour risques et charges, mais vous avez le jugement, on sait combien on va payer, on sait à quelle échéance on va payer, ça ne répond plus à la définition d'une provision, ce n'est plus des passifs dont le montant et l'échéance ne sont pas certains, ça devient des éléments certains, ça doit être donc des dettes. Au lieu de comptabiliser ça en compte 15, ça doit être comptabilisé dans un compte autre dette, plus en bas du passif. Donc vous voyez qu'au terme du compte de résultat et du bilan, on a 3 paires d'assertions qui sont à peu près pareilles. La réalité avec l'existence, la mesure avec l'évaluation et la classification avec l'imputation. On arrive sur d'autres assertions qui sont spécifiques à l'un des états financiers ou générales à tous les états financiers. Le premier, c'est la séparation des exercices. Ici, ça a la même logique, le même esprit que le principe comptable que vous avez étudié. La séparation des exercices, elle s'assure que les charges et les produits concernent la bonne période. Donc ici, pour s'assurer, quand on réalise un test sur les CCA, sur les FNP, sur les produits constatés d'avance, ce genre de choses, on fait un test qui a pour objectif de s'assurer de la bonne séparation des exercices. C'est un des objectifs d'audit, c'est une des assertions. Autre assertion, droits et obligations, à utiliser avec prudence. Quand on parle de droit, c'est pour les notions d'actifs. Quand on parle d'obligations, c'est pour les notions de passifs. Pour tout actif, vous avez un droit légal sur l'actif. Vous avez une immobilisation parce que vous l'avez acheté. Vous avez un brevet parce que vous avez un contrat qui indique que c'est vous qui avez acheté ce brevet. Vous avez un fonds de commerce parce que vous avez acquis ce fonds de commerce. On a ici un droit et on est propriétaire de l'actif. Une obligation, c'est que l'obligation concerne bien votre société. C'est une obligation qui est née dans votre société et que votre société va devoir payer. Ici, on fait référence notamment au fait que sur un échéancier d'emprunt, contrôler que l'obligation concerne bien notre entité, c'est contrôler que la partie, c'est bien l'entité qu'on audite et que l'échéancier ne concerne pas une autre entité du groupe ou une autre société. Dernier point qui concerne plus l'annexe, c'est la présentation et l'intelligibilité. Est-ce que la bonne information est mentionnée en annexe? Est-ce que les informations sont clairement présentées? Et enfin, la dernière assertion, c'est l'assertion exhaustivité. Cette assertion, elle concerne tous les éléments, tous les comptes, bilan, compte des résultats et annexe. Et l'objectif de l'exhaustivité, c'est de s'assurer que tout ce qui devrait être comptabilisé est comptabilisé. Donc par exemple, l'exhaustivité du chiffre d'affaires, c'est de s'assurer que toutes les ventes ont été correctement comptabilisées. L'exhaustivité des dettes fournisseurs, c'est de s'assurer que l'ensemble des achats, l'ensemble des dettes auprès des fournisseurs a été correctement comptabilisé. L'exhaustivité, c'est l'assertion la plus difficile à auditer parce qu'ici, ce qu'on doit contrôler, c'est ce qui ne figure pas dans les comptes. On ne peut pas utiliser comme point de départ les comptes. Pour valider l'exhaustivité, il faudra souvent sortir de la comptabilité pour pouvoir s'assurer que l'ensemble de ce qui devrait être est bien en comptabilité. Par exemple, pour le chiffre d'affaires, on ne peut pas s'assurer de l'exhaustivité du chiffre d'affaires en regardant les comptes. Dans les comptes, il n'y a que les éléments les factures qui ont été comptabilisées. Ça ne nous permet pas de dire que l'ensemble des factures ont bien été comptabilisées. Pour pouvoir valider par exemple l'exhaustivité du chiffre d'affaires, eh bien il faudrait partir d'un autre fichier qui n'est pas la comptabilité et ça pourrait être par exemple le listing des ventes ou le carnet de commandes en faisant un rapprochement entre ce carnet de commandes et l'ensemble des ventes comptabilisées. Ce qu'il faut maîtriser pour le DSCG, c'est le nom de chacune de ces assertions et de savoir à quel état financier est concernée l'assertion. Il y a une assertion primordiale
pour les postes d'actifs et il y a une assertion primordiale pour les postes de passifs. Donc c'est l'assertion qu'il faudra mettre en premier dans votre copie. L'assertion primordiale pour un actif, en fait, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas un actif fictif. C'est qu'on n'ait pas gonflé artificiellement nos actifs dans le but de présenter un bilan qui présenterait une meilleure situation, une meilleure image. Eh bien, l'assertion principale qui permet de justifier qu'on n'ait aucun actif fictif, c'est l'assertion existence. Pareil, au niveau du passif, l'assertion qu'on doit mettre en avant en premier, c'est l'assertion pour s'assurer qu'on a bien toutes les dettes dans notre passif. Si vous vouliez trafiquer des comptes, vous auriez plutôt tendance à minorer vos dettes. Donc l'objectif, c'est de savoir est-ce que toutes les dettes sont comptabilisées. L'assertion principale pour un poste de passif, c'est donc l'exhaustivité. L'existence pour l'actif, l'exhaustivité pour les passifs. Est-ce qu'il faut maîtriser toutes ces assertions pour l'examen? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques exemples de questions qui sont tombées à l'examen sur les assertions? Alors, en effet, il faut maîtriser le nom de ces assertions et de savoir à quel état financier cela concerne. Ça tombe régulièrement à l'examen, ne passez vraiment pas à côté de ce type de questions, c'est l'occasion de gagner des points plutôt facilement. Vous avez deux types de questions. Soit des questions larges, soit des questions plutôt réduites. Je vais vous présenter un exemple de ce qui est déjà tombé à l'examen, de manière large ou de manière réduite. Ici, première question, question de type large. On vous demande quels sont les objectifs d'audit du cycle client-vente dans le cadre de la mission du commissaire aux comptes. Ici, quand on parle d'objectifs d'audit, on fait attention, ça veut dire la même chose que assertion d'audit. Faites attention. Cette question de type large est plutôt du pain béni, puisque vous pouvez, dans cette question, mettre l'intégralité des assertions d'audit. En plus, on vous précise que le cycle en question, c'est le cycle client-vente. Client, c'est les créances clients qu'on a dans le bilan. Vente, c'est le chiffre d'affaires qu'on a généré dans le compte de résultat. Donc ici, vous pouvez mettre toutes les assertions que vous voulez, les assertions de bilan ou les assertions de compte de résultat. Et on pourrait même, vu la largeur de cette question, mettre des assertions de l'année. Donc ici, comment répondre à la question? En fait, la moitié des points sera sur le fait d'avoir cité la bonne assertion, et l'autre moitié serait de mettre une petite phrase explicative, une application cas d'espèce, liée au contexte dans lequel on se situe. On commence la phrase par l'examen des comptes client-vente a pour objectif de vérifier que les assertions d'audit du cycle client-vente sont les suivantes, 2 points. Et là, je vous invite à mettre différents tirets pour bien identifier à votre correcteur que vous mettez X items. Souvent à l'examen, on vous demandera de mettre 2 ou 3 éléments. Si vous mettez 3 tirets, ça montrera à votre correcteur que 3 éléments ont été mentionnés par le candidat et vous mettra plus facilement les points. On a dit que l'assertion principale dans un poste d'actif, ici les créances clients, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'actif fictif. Ça serait de majorer artificiellement l'actif afin de présenter une situation. Et donc la meilleure assertion pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'actif fictif, c'est l'existant ou la réalité au niveau du compte de résultat. Donc c'est pour ça que je propose en premier tiret la réalité ou l'existence. Les prestations ont bien été effectuées et les créances inscrites à l'actif sont recouvrables. On a des créances clients dont on attend vraiment le recouvrement. C'est pas une fausse facture qui est juste venue gonfler artificiellement l'actif. Les créances vont être payées par des clients. Quand on est sur les ventes, l'assertion principale, eh bien, c'est là aussi la séparation des exercices. On s'assure que l'ensemble des ventes concerne la bonne période. La mesure au compte de résultat, les factures ont été établies et comptabilisées pour le bon montant contractuel, donc celui qui figure dans les conditions générales de vente ou alors dans les factures. Pour le bilan, on a l'évaluation qui est sur notamment le montant de la dépréciation éventuelle à passer. Est-ce que le montant qui figure en compte client, en valeur nette comptable, c'est-à-dire brut moins des dépréciations, représente bien la valeur recouvrable qu'on attend du client, c'est-à-dire ce qu'on s'attend à recevoir en étant prudent et en ayant anticipé le fait que tel ou tel client a des difficultés. L'exhaustivité, est-ce que toutes les factures de vente, toutes les prestations ont bien été facturées, comptabilisées? On retrouve là droit et obligation, ici plutôt droit, vu qu'on se situe dans un poste d'actif. Les factures sont bien adressées à des clients qui ont conclu un contrat. On a bien un droit légal, on attend bien officiellement le règlement de ces clients. Et puis les comptes clients sont comptabilisés, sont correctement classifiés, sont bien présentés, imputés dans le bon compte. Ici, vous pourriez toutes les mettre. Tout ce qu'on veut, c'est l'assertion et la petite phrase explicative qui va. Attention, évitez exhaustivité, 2 points, les créances sont exhaustives. Si vous remettez la même assertion dans phrase explicative, ça n'apporte que peu de substance. L'exhaustivité, ça sera toutes les prestations, tous les achats, tous les clients sont bien comptabilisés. Donc là, il faudra juste mettre une petite phrase avec tous les. La mesure, c'est XXX est bien comptabilisé pour le bon montant. Ça pourrait être des achats, ça pourrait être des ventes, ça pourrait être des provisions. L'évaluation ou la mesure, ça sera toujours la petite phrase pour le bon montant. L'imputation ou la classification, ça sera comptabilisé dans le bon compte. Les créances clients figurent dans le bon compte. Donc on a quand même un ensemble d'assertions qui sont facilement exploitables dans des phrases
type. Sur les assertions, la deuxième type de question, c'est plutôt une question réduite, c'est-à-dire qu'on vous met un contexte et on vous demande de viser quelle est l'assertion qui pose problématique. Donc la question qui a été posée à l'examen, c'était préciser pour chaque situation l'assertion ou les assertions concernées. Et là, vous avez un cas, on vous dit que pour des travaux de peinture, prestations effectuées, la facture, donc c'est une facture de vente, a été compensée avec une facture d'achat avec le même tiers. Donc avec le même tiers qui doit être un fournisseur, on a fait une prestation et on a compensé les dettes fournisseurs qu'on avait avec lui avec la facture qu'on avait émise qui devrait être normalement en facture client. Et bien ici, on ne peut pas citer toutes les assertions, il faut citer uniquement l'assertion qui pose problème. Et là, celle qui pose problème, c'est une problématique de classification ou d'imputation. Alors, qui précise dans le texte que les opérations et les événements doivent être enregistrés dans les comptes adéquats, dans le bon compte. Et là, il faudrait faire une bonne petite phrase d'application. Les ventes et créances doivent être comptabilisées distinctement des achats et des dettes. On doit faire figurer dans un compte 401 fournisseurs l'ensemble des factures d'achat et dans un compte 411 clients l'ensemble des factures de vente. Ici, on vise une assertion particulière, on est sur une question réduite. Vous avez de fortes chances de tomber sur ce type de question à l'examen.